Radio Radeau. Auditrices, auditeurs de Radio Bazarnaum, bonjour et bienvenue dans ce Radio Radeau, 4e immersion. Pour continuer ensemble l'analyse au microscope radiophonique d'un territoire en plein mouvement, la presqu'île de Caen. Ici, sur cette presqu'île, il se passe toujours quelque chose. C'est un peu comme au bord de la mer. Quand il y a du vent, il y a vraiment du vent. Quand un nuage bouge, on a l'occasion de suivre son mouvement jusqu'au bout. Et quand le ciel est bleu et dégagé, on baigne dans un bleu fort et puissant qui sert de booster à toutes les activités humaines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sol de la presqu'île de Caen. Un sol qui est comme un livre ouvert, un livre d'histoire, une histoire d'activités humaines, une ou plutôt des histoires de transport, de stockage et d'exploitation de matières qui ont laissé des traces, des couches, des strates. Certes, le noir et l'anthracite, ils sont plus que dominants. Mais ce sol pollué et meurtri, où la végétation peine à retrouver sa place, est bourré de charme et fascine bien souvent les visiteurs. Le sol de la presqu'île de Caen en dit long et n'a pas fini de nous surprendre. Aujourd'hui, au menu de la 4e immersion de Radio Radeau, ceci n'est pas un atlas présenté par Céline et intitulé très simplement « Le sol de la presqu'île ». Nous retrouverons ensuite notre invitée, Sonia, qui est plasticienne actuellement en travail de création sur la place imaginaire dans le cadre du dispositif Art Science, une artiste qui s'intéresse énormément au sol de la presqu'île de Caen. Nous écouterons également Yo dans sa rubrique La Voix des voisins. Yo qui a aujourd'hui invité l'un de nos voisins à pousser le rap dans le micro. Il s'appelle Moussa et rappera en direct. Viendra ensuite la rubrique Merci Bertrand, présentée par JB, pour écouter avec délice, comme d'habitude, notre spécialiste de la presqu'île de Caen, Bertrand Morvillier. Et puis nous finirons avec la rubrique de Marilène qui s'est intéressée à un personnage qui a beaucoup compté ces dernières années sur la presqu'île de Caen, même s'il n'y est plus. Il s'appelle Dom et il était garagiste. La pollution des sols est une réalité incontournable des territoires post-industriels. À l'hypervisibilité matérielle de l'usine en fonctionnement et ses nuisances, succède celle des stigmates de l'effondrement de l'industrie. Bâtiments, ruines, friches, déchets et pollution, l'usine n'est plus, les bâtiments sont détruits mais les sols pollués demeurent, et demeurent longtemps, très longtemps. À l'heure de l'Anthropocène, c'est un monde de ruines semé partout sur la planète par le système productiviste dont nous sommes en train d'hériter, avec lequel il va falloir composer. L'activité industrielle de la presqu'île n'est plus, sa mémoire même se délite peu à peu, mais en reste-t-il quelque chose dans le sol ? De quoi se compose-t-il ? Comment on l'appréhende ? C'est le sujet qui a été posé en décembre dernier à Hervé Robin, pédologue spécialiste des sols, dans le cadre de la résidence Art Science et du projet Débordion qui porte la construction de la place imaginaire par l'artiste Sandre Delors, ou encore avec le travail de la plasticienne Sonia qu'on va entendre tout à l'heure. En décembre 2024, donc, Hervé Robin a mené un petit groupe de curieuses et de curieux au cœur d'une fosse pédologique, un vaste trou d'1,20 m de profondeur environ, où il était possible d'observer les différentes couches qui composent le sol de la presqu'île. Alors ce sol, il est comment ? Alors là, ma première réaction, c'est de vous dire, ça c'est pas vraiment un sol. Donc quand on le regarde, alors il apparaît très nettement qu'il y a deux couches principales. Une couche brune mélangée avec des éléments très grossiers sur les 40-45 premiers centimètres. Et puis ça repose sur un matériau sombre qui contient des déchets de plastique brûlés et qui ont été stockés ici.
est recouverte par un matériau qui n'est pas que de la terre végétale, puisque tout ce que vous voyez là dans ces éléments grossiers, ce sont des morceaux de construction. Ici, c'est un bout de béton. Là, il y a des bouts de calcaire, il y a des bouts de ciment. Donc on a un très très grand cortège d'éléments qui correspondent à la destruction d'un bâtiment qui était ici, qui ont été mélangés avec de la terre et aplanis au-dessus d'un dépôt qui est un dépôt d'origine industrielle. Invisible, silencieuse et enfouie, à la différence des pollutions plus manifestes, atmosphériques ou sonores par exemple, la pollution des sols est souvent oubliée et ignorée, donc difficilement constituée en problème public. Les pollutions de sol et leurs conséquences sont alors plus ou moins connues, mesurées, traitées, banalisées et ou dissimulées. Parmi les catégories d'acteurs les plus entreprenants dans le dévoilement des pollutions, on trouve souvent des scientifiques, des collectifs citoyens, des associations. Quand les études scientifiques officielles sont inexistantes ou insuffisantes, quand interpeller des autorités publiques et mener des démarches juridiques restent sans effet, ceux qui souhaitent rendre visibles les pollutions produisent leurs propres connaissances. Ainsi, de nombreux collectifs mènent leur propre enquête, engagent des recherches et collectent des données, se forment sur les questions techniques, sollicitent le milieu scientifique. C'est aussi ce que font les artistes du projet Débordions au sujet de la presqu'île. Justement, sur la presqu'île de Caen, il est comment déjà ce sol ? On a ces matériaux, alors ce qu'on observe, c'est que les racines pénètrent dans ces matériaux et ils pénètrent relativement facilement. Pourquoi cela ? C'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments grossiers qui facilitent la pénétration des racines. En revanche, et vous pourrez venir, regardez ça, c'est que quand vous arrivez à la limite qui est très franche entre ces matériaux de recouvrement, ce remblai, et puis le déchet industriel qui est en dessous, c'est que vous voyez que toutes les racines, pratiquement elles s'arrêtent là. Elles essayent de rentrer un petit peu, mais elles s'arrêtent au bout de quelques centimètres. Donc là, on a vraiment un milieu qui est défavorable à la croissance des racines et donc à l'installation d'une activité biologique dans ces sols-là. Enfin, dans ce matériau. Je ne peux pas appeler ça un sol, vraiment, vraiment pas. Passé le déclin industriel, c'est dans un contexte de renouvellement urbain que la pollution des sols est rendue visible. En souhaitant changer l'usage de ce territoire, comme le propose la place imaginaire, on se demande alors s'il est possible de vivre dessus et de quelle façon. En jetant un œil sous nos pas, en constatant l'étendue des dégâts, ce sont plusieurs obstacles qui nous sautent à la figure. D'abord des obstacles techniques, faire les diagnostics et élaborer les traitements adaptés. Des obstacles financiers, la dépollution est très coûteuse au mètre carré. Des obstacles juridiques, la question de la responsabilité et donc qui fait quoi. Des obstacles symboliques, une image négative. Tout ceci est bien complexe, je vous l'accorde, à l'image du sol lui-même, à la fois milieu vivant, ressources foncières, filtres et mémoire des activités humaines. Et alors, qu'est-ce qu'on observe ici par rapport à ce qui pourrait être, je dirais, préoccupant pour la réutilisation de ce milieu-là ? C'est que ce remblai qu'on a mis à raison pour enfouir quelque chose qui est vraisemblablement très pollué, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je prendrai un échantillon et puis on verra, mais dans ce remblai, on constate des concentrations élevées en sélénium, chrome, cadmium. Donc c'est préoccupant de voir que dans la couche de matériaux qu'on a mise au-dessus d'une couche qui est très vraisemblablement très polluée, ce qui est bien pour protéger les gens qui circulent autour, même là il y a de la pollution. Et la pollution qui est un cocktail, sélénium, chrome, cadmium, ça c'est très vraisemblablement des choses qui ont été émises par de l'industrie métallurgique. L'opération de dépollution du site de la place imaginaire a eu lieu en juillet 2024. Une couche de 40 cm environ a été retirée puis remplacée par un remblai de matériaux hétéroclites. On peut alors s'étonner de la présence d'éléments toxiques comme le chrome dans un remblai venu d'ailleurs. C'est sans compter que les terres et les matériaux utilisés comme remblai dans les opérations de renouvellement urbain ne font l'objet d'aucun suivi environnemental, ce qui engendre la circulation de sols pollués au sein des espaces urbains. D'ailleurs, pendant très longtemps, la pollution des sols n'était pas un sujet. La terre présentant un aspect naturel, on ne s'interrogeait que peu sur sa qualité. Sa toxicité n'était pas envisagée. Il a fallu attendre les années 80 pour que l'action publique se saisisse de cette problématique et la fin des années 90 pour que des mesures réglementaires soient prises.
Mais il n'y a quand même pas des trucs très cool dedans, si je comprends bien ce que vous dites. Mais des choses pas très cool, il y en a partout, il faut vivre avec. Et puis c'est vrai. En tout cas, il faut être conscient du problème et pas faire n'importe quoi sur ce type de sol contaminé. Donc sur les sols contaminés, si jamais il y a des activités de maraîchage qui se mettent ici en place, évitez de faire des carottes, enfin tout ce qui est légumes dits racines. Évitez aussi de mettre des plantes aromatiques comme du thym, etc., qui sont souvent des hyper-accumulatrices des éléments traces métalliques. Donc on peut choisir en fait le type de culture qu'on fait sur ce type d'environnement. Et puis en rajouter une couche, je dirais, à partir de matériaux qui ne contiennent pas du tout de contaminants et en les mélangeant avec des composts. Toutes ces ressources étant souvent produites dans les milieux urbains, on remet une couche de quelques dizaines de centimètres et puis tout ça, ça va enfouir la contamination loin des systèmes racinaires. Comme il y a beaucoup de matières organiques et a priori des structures qui sont favorables à une bonne rétention d'eau de ces matériaux, les racines ne vont pas aller trop loin, elles veulent se satisfaire en fait de cet environnement très fertile qu'on a mis en surface. Et donc en faisant ça, on limite autant que faire se peut la contamination des légumes qui sont produits par les jardiniers par rapport aux éléments contaminants qui sont présents dans le sol et qu'on a, je dirais, repoussés loin en profondeur. Hériter des ruines, vivre avec, habiter les ruines, s'en préoccuper et en prendre soin. Au XXIe siècle, les communs, ces ressources utiles à la vie d'une communauté, mises en partage et dont on prend soin, ces communs n'ont rien de bucolique et ne ressemblent pas à ceux du siècle précédent. Rivières fécondes, champs verdoyants, forêts accueillantes. À l'heure de l'Anthropocène, les communs sont aussi ce dont personne ne veut, rivières polluées, forêts en flammes, sols épuisés, terres contaminées. Des communs négatifs, en somme, faits des problèmes engendrés par des réalités dont les effets sont négatifs et mettent en péril la vie. Plus les sociétés capitalistes se développent, plus elles perdent leur capacité à absorber ce qu'elles produisent avec excès, reléguant ces déchets dans des zones les plus pauvres ou bien dans les profondeurs des océans et de la terre. Déchets radioactifs ou sols contaminés, les atteintes irréversibles aux conditions de la vie sur Terre sont légion. Que ce soit sous l'angle du déchet ou de la ruine, réparer l'irréversible, comme le proposent les solutionnistes et technophiles pour sauver le monde, est vain. En revanche, il s'agit bien d'apprendre à vivre dans les ruines, c'est-à-dire apprendre à penser sans la sécurité de nos savoirs et à consentir à un monde devenu intrinsèquement problématique. Donc, nous engager dans des processus d'auto-organisation, couvrant tous les aspects du soin, du soutien mutuel, de l'autodéfense pour vivre parmi les ruines dangereuses du capitalisme. Alors sur la presqu'île, ceci n'est sans doute pas un sol, comme le dit Henri Robin, mais c'est bien notre héritage et notre commun, même négatif. Radio Radeau. Merci Céline. Eh bien de rien. Tu veux pas te présenter aux prochaines élections à la mairie de Caen? Sûrement pas. Ceci n'est pas une candidate. T'as des bonnes idées d'organisation de la ville quand même, je trouve. C'est la place imaginaire surtout qui donne un peu un terrain fertile pour le coup. En tout cas, merci pour ce sujet qui donne vraiment envie d'être réécouté et approfondi, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes quand on est habitant de la presqu'île, et je l'imagine quand on n'est pas habitant de la presqu'île et qu'on s'intéresse simplement au monde dans lequel on vit. Et là, ça tombe bien parce qu'on accueille Sonia, là tout de suite. Elle va pouvoir prolonger avec son Bonjour travail. Sonia. Bonjour. Sonia, artiste, plasticienne, membre du collectif Bazarnaum, donc tu es ici chez toi, dans ta maison, mais tu es aussi actuellement au travail sur la presqu'île, sur le terrain qui nous intéresse et sur le sol qui nous intéresse aussi aujourd'hui dans cette émission numéro 4, 4e immersion de Radio Radeau. Ça tombe bien, toi tu travailles sur le sol de la presqu'île, mais en termes de création. C'est un moteur de création pour toi, n'est-ce pas? Je veux bien, juste avant, que tu resitues un peu dans quel cadre tu interviens sur la presqu'île en tant qu'artiste. J'allais le faire. C'est vrai, tu n'avais pas oublié, vas-y. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu, donc, moi, j'ai été invitée par Sandre Delors à intervenir sur ce grand chantier étendu sur plusieurs mois, sur cette parcelle de l'industrie. Donc, elle m'a invitée à intervenir par rapport à quelque chose qu'on avait en commun, c'est-à-dire ma manière de travailler avec, notamment liée au territoire. Donc, la notion de territoire, aujourd'hui, elle est
beaucoup utilisé, surtout dans l'art contemporain. Donc c'est pour ça que je me permets de faire une percée. Donc moi, je vais plus détailler comment j'appréhende le territoire et qu'est-ce que j'y mets derrière ce territoire. Et donc moi, je travaille avec, quand je dis que je travaille avec le territoire, c'est que je travaille matériellement avec le territoire parce que je suis plasticienne, donc c'est ce qui m'intéresse. Tu utilises la matière C'est ça. On concrète va parler qu'est le territoire. beaucoup de matière. Tu creuses, tu ramasses, tu réutilises. Déjà, je regarde et il me regardes, plaît de tu dire observes. que j'écoute la matière, en fait. C'est comme ça que je regarde la mémoire du territoire. La J'écoute, matière pourrait faire de la radio, du coup, Complètement, mais il y a de Puisqu'elle la a un matière son. sonore. si tu l'écoutes. Voilà, exactement. Et donc j'écoute ces matières, et j'écoute à travers ces matières et ces couleurs, qu'elles soient organiques ou des matières qui sont construites par les humains. Ça parle de ce qu'est ce territoire. Et puis, donc là, évidemment, c'était une parcelle, donc vraiment un sol, ce qu'on appelle un terrain vague, et qui sont aussi les extrêmes de ce qu'on peut appeler comme territoire. C'est presque un anti-espace, en fait. Quand, dans notre société capitaliste, c'est renvoyé à ces endroits-là, c'est qu'est-ce que terrain vague? On vient d'entendre que le sol n'est pas un sol sur la presqu'île et qu'un espace n'est pas non plus un espace. Ça peut être un anti-espace, oui. Et donc, dans ma manière de travailler, donc, j'écoute la mémoire du territoire contenue dans les matières. Donc, je vais revenir un peu après sur ce sol. Et je dialogue. Donc, j'ai commencé à dialoguer avec Sandre, évidemment. Et je dialogue avec l'histoire de ce territoire. Donc, je suis allée chercher, aller fouiner dans les archives. Tu t'es documenté. Exactement. Et, Tu as trouvé ton bonheur. Quelque peu. Oui. Quelque peu. C'était dense. C'était assez dense. Accessible. Parce que c'était accessible, mais surtout, moi, j'aime écouter la mémoire, ce que j'appelle la mémoire vivante, c'est-à-dire écouter en fait les habitantes qui ont traversé. Parce que pour moi, pour comprendre un territoire, il faut écouter les activités humaines du passé qui en fait révèlent ce qui se trouve dans le sol. C'est très clair en ce qui concerne le sol de la presqu'île en plus. On a un bel exemple, un sombre exemple. Et tu as découvert et appris des choses forcément. Complètement. Et j'ai eu des entretiens très intéressants avec quelqu'un, donc je vais y revenir parce que ça c'était vraiment dans l'aspect recherche, on reviendra sur la pièce en elle-même, peut-être sur la deuxième partie. Donc j'ai eu des entretiens avec une personne qui a travaillé à la SMN, Oui. qui a été pendant plus de 20 ans, donc qui s'appelle Gérard Kielbasa, et qui travaillait La Société métallurgique de Normandie, Exactement. pour les auditrices et les auditeurs. Alors vous me direz, mais la SMN, c'était n'ont pas pas- à cet endroit précis. Oui, mais C'est pas loin quand même. c'est pas très loin. La SMN, en fait, elle était à l'extrême opposé. Et surtout, en fait, la SMN, c'était une aciérie. Donc, une énorme, en fait, zone où il y avait des transformations continues de matériaux. Et donc, des hauts fourneaux qui chauffaient en permanence. Et donc, des actes de brûlure permanentes dans cet endroit. Plus, il y avait de la transition et du mouvement. Il y avait un chemin de fer qui était actif. Les trains passaient sur la presqu'île, on en a encore les vestiges, il y a des rails qui sont visibles. Et donc, en croisant les données entre mes entretiens, les images photographiques d'archives sur lesquelles je suis tombée, des données plus économiques, de transfert de matériaux, de stockage, de stagnation, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait vraiment couper avec cette forte présence en fait, industrielle qui était la SMN, vu que en fait, elle utilisait beaucoup de charbon, elle aussi, mais pas que. Et en fait, j'ai découvert que sur la presqu'île, notamment derrière où nous sommes, au Bazar Naum, en fait, ils fabriquaient des charbons qu'on appelle des boulets et Oui. qui servaient à l'usage domestique. Il n'y en a plus, c'est dommage. Ouais. Les boulets de charbon qu'on Oui. connaissait, les combustibles. Oui, c'est ça. D'accord. Et en fait, là, ça m'a un peu... Voilà, c'est comme ça que je travaille au niveau artistique, c'est que ça m'a un peu... c'est venu un petit peu exciter mon âme d'artiste où, en fait... ça envoyait vers le domestique. Donc, en fait, ces tas de charbon qui étaient stockés tout autour, en fait, servaient à l'intérieur. Et donc, moi, quand
mon point de départ, c'était le sol, cette parcelle, que je reviens dessus, donc l'extrême de ce qu'on appelle un territoire. Et en fait, qui renvoyait, avec son histoire, qui renvoyait aussi à l'intérieur. Et je me suis dit, mais l'intérieur, extérieur, il y a quelque chose qui vient gratter comme ça, qui est un peu... Oui, on créait des matériaux qui permettaient de chauffer les intérieurs. De chauffer les foyers. C'est ça qui t'a intéressé. La notion de foyer, moi, c'est toujours... de chauffer les foyers, de rassurer l'humain. Complètement. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui emmène vers un imaginaire. Et donc, ça m'a permis de commencer à envisager sous quelle forme tu allais restituer. Ça a commencé à dessiner la forme. Et en fait, du coup, je peux peut-être, en terminant la première partie de mon intervention, nommer la pièce qui va s'appeler Trou Noir. Voilà. Une pièce tu vas nous en dire plus sur Trou Noir, juste après le titre qu'on va écouter maintenant et qui a été sélectionné bien sûr par notre spécialiste de la programmation musicale spéciale Presqu'île, bien sûr Raph qui est aujourd'hui à la technique. Bonjour Manu, mais j'ai deviné que tu me parlais. À l'instant, nous avons entendu Judy Seal, ou mieux Judy Seal, chanteuse folk américaine, oubliée, maudite, qui n'aura pas eu de succès commercial de son vivant. Décédée à 35 ans, mais pure badass. Braqueuse, héroïnomane, cocaïnomane, chèque en blanc, multiples accidents de voiture, dérive sectaire. J'en passe. Et de l'autre côté, une de ses plus grandes influences est Jean-Sébastien Bach, la musique sacrée, le gospel. Beaucoup de références religieuses dans ses textes, la rédemption, etc.
Waterfall, le morceau qu'on vient d'entendre, est une love song extraite de son album Dreams Come True. 3e et dernier album, sorti en 2005, soit 25 ans après sa disparition. Elle a été depuis réhabilitée, reprise par de nombreux musiciens, The Hollies, Fleet Foxes, et sa vie a été mise en bande dessinée par Juan Diaz-Canelles et Jesus Alonso. C'est sorti chez Dupuis. Depuis, Judy Steele est devenue, elle aussi, sacrée. Entre le ciel et l'eau, un radeau. Oui, entre le ciel et l'eau, un radeau et une radio qui en est à sa 4e immersion. Et nous sommes en compagnie de Sonia, qui est une artiste plasticienne, je le rappelle, membre du Bazarnaum, actuellement en travail de création sur la presqu'île et qui s'intéresse énormément au sujet que nous avons choisi pour cette émission numéro 4, qui est le sol de la presqu'île. Et notamment à travers un travail que tu as maintenant commencé, un travail de création qui commence doucement à se concrétiser. Tout à fait, car je suis en Qui s'appelle le Trou résidence, Noir, j'ai retenu le nom. Voilà, Trou Noir. C'est facile à retenir, c'est pas mal. C'est comme nom. facile. Oui, le Trou Noir, c'est bien. Et ça évoque un grand imaginaire, Trou Noir. Et alors, pour commencer à parler sur donc cette pièce in situ, je vais revenir un petit peu sur ce que disait le podologue qu'on a entendu au tout début de l'émission. Donc c'est vrai que moi, de ma position d'artiste, même si j'ai un regard aussi tourné vers l'essence sociale, parce que c'est ce qui m'intéresse quand je commence à travailler, en fait, ce trou qui a été creusé sur cette parcelle, pour moi, il présente 2 couches. Et comme tout à l'heure, je parlais de matière, je parlais de couleur. C'était quoi la vocation du trou au départ? Pourquoi il a été creusé? Il a été creusé pour une construction, peut-être? Non, pour faire des prélèvements. Pour prélèvement? Non, même pas. Il a été creusé... J'ai posé une colle, je suis désolé. Non, mais pas... on va se renseigner. On va se coller. Pour là? C'est pour les journées mondiales du sol, oui, qui a eu lieu au mois de décembre. Et donc en région Normandie, nous avons pu ouvrir une fosse sur cette parcelle pour pouvoir avoir une étude des sols dans le cadre de la résidence Art-Sciences. Donc c'était bel et bien dans le cadre, pour l'étude du sol. Tout à fait. Oui, mais dans le cadre des journées mondiales du sol organisées par l'AFES, qui est l'association des sols. C'est un joli nom, dis donc. Pas mal. Là, ils sont creusés. Ils sont creusés pour trouver la fête. Merci Sandre Delors d'être intervenue. Évidemment, Merci, on dialogue, Sandre, donc elle n'est pas loin. Qui est intervenue, elle n'est pas loin, elle n'est jamais loin. Elle de est toute jamais façon, loin. Sandre, on le rappelle, qui conduit le projet de place imaginaire dans le cadre du projet des Bordions, dans le cadre du millénaire de Caen. Et tout à fait. Et donc, ce trou, il fait image. Il fait corps de lui-même. Et pour moi, déjà, de but en blanc, j'ai vu 2 strates, quoi. J'ai vu 2 couleurs. Et donc, il y en a une qui est marronasse, où des cailloux essayent de se loger avec vaguement de ce qu'on appelle de la matière organique, mais qui ne va pas au-delà. Et donc, une autre couche où on ne sait pas vraiment si jusqu'où ça va. Et qui, lui, il le dit sombre. Moi, je parle de noir et de plusieurs noirs. Et je trouve qu'on est dans l'outre-noir. C'est-à-dire, quand on se met à regarder un noir, en fait, l'autre à côté... devient noir encore, et en fait on est dans la nuance du noir. Et moi cet espace déjà il me convient, la nuance du noir. De quoi on parle? Et en fait cette couleur elle parle d'elle-même. Comme dans l'intervention on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs décennies en fait on ne se posait pas la question de ce qu'il y avait dans nos sols. Aujourd'hui en fait notre contemporanéité on n'en est pas là. En fait nos regards se tournent différemment et donc moi j'ai voulu parler de créer des images en tout cas et partir de ce réel. Donc tu vas créer des images à partir de ce sol. Alors des images, surtout ce que j'appelle image, c'est vraiment moi je fabrique une œuvre qui est in situ, donc qui existera sur un des murs de cette parcelle. Et en fait, je n'altère pas le mur, je dialogue avec lui, avec son architecture. Quand je parle de son architecture, c'est qu'un mur, il a toujours une architecture. S'il est fait à la chaux, il est fait à la chaux. On sent la chaux.
Si c'est du parpaing, on va sentir la porosité. Si c'est, donc voilà, il y a vraiment de la texture. Et donc moi, je suis une artiste pluridisciplinaire. J'aime bien me casser un peu la tête. Et donc en partant un peu de ce fond de recherche pour créer une forme, du coup, j'ai eu envie de faire appel à la matière photographique. Donc il y aura des interventions de prise de vue, ce qu'on appelle un dos bleu. Donc il y en aura 3 posés. Et vous pourrez voir aussi des interventions dessinées et sérigraphiées, donc qui travaillent aussi avec la mémoire de l'empreinte, donc toujours dans mes techniques comme ça qui viennent travailler la mémoire, parce que moi je travaille en photographie analogique, donc qui sont des sels d'argent, de matière en fait. On ne parle pas de pixels, on parle de grains, donc encore de cailloux. Et donc, et aussi juste pour un dernier mot, c'est que je n'utilise pas la couleur avec du plastique, je fabrique mes encres. Et donc, il y aura un savant et sacré mélange entre des oxydes de fer, donc du métal, à mélanger avec de la cendre de bois aussi. Voilà. Ok, et on pourra Alors, je suis contempler ton travail, absolument, évidemment, parce que c'est in situ l'apprécier à partir et de c'est quand? dehors. Alors, pour vous rappeler, donc moi, je suis en résidence d'installation de cette pièce, vraiment de création matériellement physique sur le mur. Je serai du 20 au 24 prochain janvier en train d'installer ma pièce tout au long de la semaine et des journées. Et le 24, ça sera la restitution de ce travail. Ok, eh ben écoute, on te souhaite une bonne création. Merci, c'est très gentil. Ça a l'air de t'intéresser. Ça a l'air ça d'être me assez passionne. motivant, ce sol pour toi. Bah, c'est passionnant. Et puis on peut peut-être, comme on le fait dans chaque rendez-vous de Radio Rado, inciter les gens à venir faire un tour sur cette parcelle, Complètement. sur cette place imaginaire qui, N'hésitez pas. petit à petit, trouve son histoire, propose des choses aux gens de passage. Hein, je pense que c'est quelque chose qu'on peut rappeler sans arrêt, même si tu es en plein boulot, tu peux accueillir n'hésitez pas. des visiteurs. Et je suis ouverte, voilà, je travaille dans le dialogue, donc je suis ouverte à l'échange. Et n'hésitez pas. Ça marche, Sonia. Bonne Merci. création. À une prochaine fois. Presque une île et presque un radeau. Immersion numéro 4 de Radio Rado. Et nous retrouvons maintenant la voix des voisins avec Yo, qui nous présente, comme à chaque émission, sa petite immersion, pour le coup, dans le monde de la presqu'île, le monde plus humain de la presqu'île. Salut à toi Manu, salut à tous et toutes. Oui, une voix des voisins en 2 temps. Ce soir, une première voix qui s'est tue il y a peu, celle de Mongo. Puis une deuxième voix encore bien vivante et bien vibrante en direct dans ce studio, celle de Black Mo, ici présent en direct dans le micro. Il est terrible, le petit zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. Été comme hiver, les dômes de plastique fleurissent dans la boue, dans la neige. Printemps comme automne, les abris de fortune poussent comme des champignons avec l'humidité du bord du fleuve Orne. Ici, le quartier afghan des Pashtuns, là, le coin des Soudanais, à côté, le secteur des Roumaines, plus loin, la zone des Français. Au milieu de ce village mondial, un Mongol, seul. Il résiste au frimas de la saison. Il est terrible, le petit zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. Il est midi, Oumar, le Soudanais, sort de sa hutte de plastique. À la main, une masse pour casser du bois de palette. Son collègue veille sur le feu. Un trou dans le sol pour tout foyer. La marmite de lentilles mijote. Je suis assis sur un vieux canapé de jardin en plastique, bancal, presque confortable, mais pas trop. On se regarde, on se sourit, on se comprend, mais pas trop. Il se moque du toubab. Où que je me déplace, la fumée me traque, me suit, me pique les yeux. Le vent souffle, la marmite chauffe sur le feu. Il est terrible, le petit zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. À 15h, un homme sort de sa quechua 2 secondes, les yeux mi-clos, pleins de sommeil. Il a veillé tard hier soir pour lutter contre le froid. Un petit bonjour, salam. Il fait quelques pas pour se soulager la vessie contre un platane WC, puis se dirige vers le platane salle de bain, saisit sa brosse à dents, quelques gouttes d'eau dans une bouteille,
une toilette de chat et le tour est joué. Il est paré pour partir en mission récupération de denrées pour le repas du soir. Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. Midi, Hamid, le voisin afghan, sort rapidos en mode furtif de sa tente Trigano orange et bleu, carré, robuste, modèle années 80. La Trigano qu'on a galéré à monter l'année dernière. Où est le haut-vent? Où est la chambre? Où est le mode d'emploi de la Trigano? Comment dit-on sardine en anglais, traduit en arabe, puis traduit en pachtou? Galère. Aujourd'hui, renforcée de bois de palette et de bâches bleu-verte, elle tient debout. Elle a résisté aux tempêtes, aux bourrasques, à la grêle, à la neige. Zip, Ahmad sort d'un pas pressé à toute berzingue. La police nationale est là. Que cache-t-il sous sa cape, l'homme des montagnes? Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. 11h, Ahmet, tout sourire, claquettes chaussettes aux pieds, serviette de bain sur l'épaule, savon à la main, part nonchalamment jusqu'à la douche, à la Boussole, le centre d'accueil de jour. Vision estivale en plein automne, au son des chploc-chploc de ses croquenots dans la gadoue. Il est terrible, le petit Zip, ce bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. 18h, Abdoul fait des allers-retours entre sa 4 places et sa terrasse. Une énième réparation ne suffira pas. Je lui propose une bâche en attendant la prochaine récup de tente. Il part ensuite au glanage de bois flotté, de bois tombé, de bois abandonné, pour nourrir son petit brasero confectionné dans un bidon de métal. Abdoul est content. Il me montre ses papiers. Ça y est, il est accepté pour l'asile. 10 ans. Ça permet de se projeter. Il peut enfin travailler légalement sur les chantiers, dans le bâtiment. Abdoul parle français. Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. 8h06, Bébert sort une 8-6 de sa tente frigo. Ici, c'est souvent l'heure de l'apéro, de 8h06 du mat à 8h06 du soir. Ici, ce sont des montagnes de palettes qui trônent derrière les fanions brésiliens. Il y a même une niche cabane en palette pour les chiens. Les chiens, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la fratrie. Le chien, c'est le copain, c'est la bouillotte. C'est bien plus qu'un animal de compagnie qui surveille la parcelle. Table de camping, fauteuil de camping, arrière-cuisine, jerrycan d'eau, repas collectif. La tribu est organisée, le territoire bien marqué. Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. Magdalena entre dans son abri de fortune. Ce matin, il ne pleut plus, alors elle met ses vêtements à sécher. Il ne pleut plus, mais l'humidité atteint 80% au moins. Heureusement, il y a un peu de vent. Entre 2 passes et 3 clients, elle vient se réchauffer en enfilant un pull humide. Un petit café chaud à la Boussole, mais pas trop le temps de blaguer avec les copines. Il faut retourner turbiner. Ici, les clients passent en voiture toute la journée. Il est bientôt midi, l'heure de son habitué. Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la tente du camping des Platanes. 3 jours, 3 nuits qu'on se les caille. 3 jours, 3 nuits que Mongo n'est pas sorti de sa tente. Le légiste place le corps de Mongo sur un chariot à roulettes. Un chariot comme un caddie qu'on remplirait de nos emplettes pour les fêtes de Noël. Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la bâche mortuaire blanche du camping des Platanes. Dans les journaux, on lira demain « Un homme est mort dans sa tente de mort naturelle. Mais il est mort de la rue, mort de la précarité, mort de l'indifférence. Naturellement. » Il est terrible, le petit Zip, le bruit de la fermeture éclair de la bâche blanche du camping des Platanes. Ce petit Zip qui résonne encore dans la tête de tous ses voisins, de toutes ses voisines. Mongo était un de nos premiers voisins venus habiter en tente en 2022, cours Caffarelli, à Caen. Nous saluons sa femme et ses 3 enfants restés au pays. Il est terrible, ce petit Zip, le bruit des paupières des humains qui se referment pour ne pas voir les autres humains. Radio Radeau.
Merci Yo. Un texte important, qui restera, je pense, dans les textes importants de Monsieur Yo et de Radio Radeau. Merci à toi. Merci. Ils sont spécialisés. Toutes les amoureux et les amoureuses. C'est Black Mo, ALM. Let's go. Hola mi amor, el à côté de moi toute la noche. Hasta mis amigos, sabes que tú eres mi vida. Marco no ma bella, quoi qu'il arrive, soy tu hombre. La estés ton miracle, inshallah, Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, agando tanga sheitan. Fonti sere maha, fonno kufaita. In mulino laba, harigam fokita. Prenada go gaga. Oh, la la. Retard comme à qui sale, on s'y retrouve avec la cabeza. Que l'embouteille j'ai fait 10 salles. Ok. Retard comme à qui sale, on s'y retrouve avec la cabeza. Que l'embouteille j'ai fait 10 salles. Désormais appelle ma mais c'est sale. Yera ukhambana yan, mahamuru filandente. Suge kedo faro, asuwa kama ke mahunte. Adama yan jumen, mahato anatampinte. Wandi khibareke, andandangin ke la pente. Ondani me kama, onchanga do me khampasunte. Biganti linganda, bale yek badinte. Oh la la. Khadikin mega me mulla, hammarikin megant me mulla, Adam do Eva ke khanye dalla. Khadikin mega me mulla, hammarikin megant me mulla, Adam do Eva ke khanye dalla. Khadikin mega me mulla, hammarikin megant me mulla, Adam do Eva ke khanye dalla. Vas-y, merci, merci, merci tout le monde, merci. Merci et bravo à Black Mo, un voisin venu rapper dans le micro de Radio Bazarnaum sur l'invitation de Yo, qui est très proche de nos voisins et qui sait qu'ils ont des activités musicales aussi. Et c'est vrai que c'était un grand plaisir de t'entendre. Merci à toi, Black Mo. À bientôt pour les prochains morceaux. Inch'Allah. Avec plaisir. Merci Bertrand. Donc bonjour, on se retrouve encore une fois sur la presqu'île. C'est un peu le sujet, j'ai cru comprendre. Donc là on est juste en dessous du viaduc de Calix, entre les différents dépôts pétroliers qui s'y trouvent. Et donc l'idée c'est de parler un peu de ce lieu un peu bizarre, un peu interlope, qui sont donc ces grands dépôts pétroliers. Donc historiquement c'était le port pétrolier de Caen. Il y avait des bateaux qui amenaient du pétrole sur le bassin qui se trouve juste derrière. Et puis dans les années 70, il y a eu un gros projet de stockage de pétrole, et donc qui devait s'effectuer dans les mines de Metz-sur-Orne. Et donc pour que ça soit plus pratique, on a aménagé donc un oléoduc et qui a amené donc les hydrocarbures directement sur le port et avec en relais ici, et puis de les amener après à Metz-sur-Orne.
C'était l'époque du premier choc pétrolier, donc on n'a pas de pétrole mais on a des idées, hein, l'idée de l'époque. Et donc l'idée c'était de stocker du pétrole et puis de passer outre les à-coups des hausses et de baisses. Bon, pas de bol, le pétrole s'est mis à baisser après, donc le système n'a pas marché. Mais il n'en reste pas moins que donc, maintenant le port pétrolier de Caen est alimenté directement par un oléoduc qui arrive directement des raffineries du Havre. Donc on se trouve dans un vaste ensemble composé de toute une série de cuves qui sont en fait le stock de pétrole et d'hydrocarbures de l'agglomération caennaise et certainement un peu au-delà. Et donc ça pose un souci parce que pétrole, allumettes, ville, gens, tout ça, si ça pète, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver. Ce qui n'a pas empêché entre-temps de construire le fameux viaduc de Calix en dessous duquel nous sommes et de se dire, et ça c'est quelque chose qui est assez, du moins pas une philosophie, mais quelque chose qu'on peut avoir en tête quand on est face au monde politique, quel qu'il soit d'ailleurs. L'idée c'était de se dire, bon, on va construire le viaduc de Calix et puis un jour on va déplacer ces cuves de pétrole parce que quand même installer un viaduc au-dessus des cuves de pétrole, c'est pas génial parce que si ça pète, c'est le viaduc qui prend. Et donc la question qui n'a pas été posée à l'époque et qui ne sera plus posée maintenant, c'est de savoir quelle est la commune généreuse qui, dans l'environnement proche, serait prête à accepter les cuves de pétrole. Donc si on fait un sondage assez rapide, donc on a Colombelles, Hérouville, Mondeville, et puis c'est à peu près tout, sachant qu'on est déjà sur Mondeville. Et donc ces communes généreuses, elles ne sont pas généreuses du tout, elles n'ont pas envie de dire à leurs administrés, les gars, on va mettre un super dépôt pétrolier pas loin de chez vous. Donc en fait, vu la configuration de la presqu'île aujourd'hui, il est sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Même si on nous dit le contraire, ça ne bougera pas, c'est parce que ça ne peut pas bouger. Donc c'est ce qu'on appelle une zone Seveso. Seveso, c'est un village en Italie qui a été affecté par un accident industriel très important dans les années 70 aussi, et qui aujourd'hui définit le fait que quand on a des industries à fort danger, eh bien on ne peut pas construire autour. Donc ça nous amène à l'idée et à la vision qu'on a eue, parce que maintenant on peut dire un peu au passé, de la presqu'île, c'est-à-dire une zone à aménager. Donc il était évident que même, ils sont quand même pas complètement fous, que de toute façon ce dépôt pétrolier allait et sera dans l'avenir une limite forcément à toute situation de construction dans un périmètre qui est donc le périmètre défini par les zones Seveso. Et dans le cadre du projet Presqu'île, c'était déjà imaginé comme tel. Donc là, on a un petit peu un mélange des atermoiements et des évolutions qu'il peut y avoir sur un espace qui était considéré historiquement comme un peu de rebut et on repoussait ça un petit peu loin. Et puis on se disait, voilà, on peut mettre des dépôts pétroliers. Et qu'aujourd'hui, on est un peu rattrapé par la brigade, par l'urbanisme, l'urbanisation. On a été rattrapé par le viaduc qui est passé coûte que coûte quand on a construit le périph'. Et donc, de voir que cet espace qui était considéré comme étant sans intérêt, ou du moins loin de tout et pas du tout fait pour les humains, aujourd'hui est un blocage en fait par rapport au projet qu'il peut y avoir potentiellement, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de changements, sur la presqu'île. Merci Bertrand. Bonjour Marilène. Bonjour. Marilène, tu es venue nous proposer d'écouter un personnage de la presqu'île aujourd'hui. Un personnage dont on se rappelle tous, parce qu'il est plus sur la presqu'île, il est lui aussi encore bien vivant, mais il n'est plus en activité sur la presqu'île. Par contre, il a marqué son territoire. C'est ça, il est arrivé en 1982, donc c'est Dom, le garagiste.
Et on l'avait rencontré dans le cadre de la résidence Presque Nous. On l'avait enregistré avec Yo à ce moment-là. C'était quelques mois avant son départ, parce qu'effectivement, donc son garage se situait quai Caffarelli, mais à l'extrémité du quai, tout près des dépôts pétroliers, dont tout à l'heure Bertrand parlait. Et dans le cadre des nouvelles réglementations Céveso et du projet de rénovation urbaine du quartier, tous les bâtiments qui étaient à l'extrémité du cours Caffarelli ont été détruits en 2023, donc jusqu'au marché de Gros. Et donc, Dom nous racontait un peu ses souvenirs de la presqu'île et ses derniers instants avant de partir. Tout ce qu'il a vécu ici, sur ce territoire. Exactement. On écoute Dom. J'ai eu beaucoup de clients de vieille date, hein. Du fait que ça fait longtemps que je suis dans les mécaniques, forcément, les gens parlent, et puis voilà. Bon, puis alors moi je suis pas à 80 € de l'heure, hein. Je suis à 40. Bon, je répare pas tout, mais bon, voilà, c'est quand même assez intéressant. Je travaille à l'ancienne, disons. Donc je m'appelle Dominique Salle, je vais avoir 70 ans bientôt, là. Et puis donc, je suis en fin de carrière. Donc le problème qui se passe, c'est qu'il faut que je retrouve un local, puisqu'on part d'ici. Le problème ici, c'est qu'on est vraiment en zone Céveso, on est vraiment juste à la porte des citernes. Donc depuis le problème qu'il y avait eu, je crois que ça avait commencé à Toulouse, là. Je sais plus, il y avait une explosion à Toulouse, il y a très, très longtemps, il y a eu des morts, et tout ça. Et puis d'autres trucs en France qu'on pétait comme ça. Et dernièrement, c'est le Brisol à Rouen. Donc ils ont répertorié dans la France des zones à risque, comme celle-ci, là, donc zone Céveso. Il ne faut pas de clientèle dans les zones à risque, forcément. Si j'y avait quelque chose, je crois qu'il serait drôlement emmerdé. C'est la ville de Caen qui a racheté tous ces terrains et locaux, et donc ils vont les abattre, hein. Ici, là, je ne sais pas quand, mais nous on dégage au mois d'octobre, mais ils vont tout abattre ici, hein. Mais ça m'étonnerait aussi qu'ils fassent des belles constructions comme au bout de la presqu'île, là, à 500 mètres des cuves, je pense pas. La belle vue sur les citernes, à côté de la bibliothèque, là-bas, c'est le port. Forcément que c'est sympa. Et bon, mais là, ils ne vendront pas le prix qu'ils ont vendu là-bas, en tout cas, parce que c'est cher, hein. 50 ans que je fais de la mécanique, donc j'avais trouvé ce coin-là, ce que je trouvais pas mal, la presqu'île, ça s'appelait même pas comme ça, je crois, à l'époque. Ça me paraissait pas mal pour la clientèle par rapport à la ville qui était à proximité, c'était bien, hein. Donc c'était assez intéressant au prix, parce que à cette époque-là, en 82, par là, ça valait rien du fait que c'était en zone inondable. Donc c'était pas cher du tout. Forcément, on se retrouvait inondé assez souvent l'hiver, parce que l'Orne débordait. On était obligé de mettre des palettes dans le garage, parce qu'attention, quand tu prends de l'eau comme ça, elle repart pas aussi vite qu'elle est arrivée, hein. L'hiver, par moment, on était bien une semaine dans la flotte, donc je travaillais pas tout le temps, hein. Non. Juste à côté du garage, il y avait Frubana, une mûrisserie de bananes, ouais, qui restait bien encore, oui, jusqu'en 90 aussi à peu près, hein. Mûrisserie de bananes, et puis il y avait une grosse boîte quand même. Si, il y avait une grosse boîte qui vendait de la ferraille, là. Mais c'est sûr que la circulation, c'était pas comme ça, hein. C'est venu bien après, ça. Et c'est pour ça que le cours, il est toujours défoncé, parce que tu as vu, quand ils repartent d'ici, qui sont pleins, ça représente quelques tonnes. Et comme le cours, là, c'était des dalles de ciment, là, qui ont été faites après la guerre, là. Mais comme il y a de l'eau, beaucoup d'eau en dessous, alors le poids des camions, t'as vu, c'est pour ça que c'est toujours défoncé, là. Ils refont jamais la route bien comme il faut, parce que ça bouge de trop. J'ai eu le malheur de commencer un petit peu à faire un truc pour dépanner. Puis après, j'en ai eu à chaque fois qu'il y avait une connerie, une pneu crevé, ou des pare-brises cassés, j'en ai fait. Ouh là là. Enfin bon, c'est des gens comme les autres, hein. Moi, alors forcément, je prenais bien soin de faire les factures et tout ça, avec le numéro du camion et tout ça, parce que j'avais peur au départ
Parce que normalement, on n'a pas trop le droit d'aider les prostituées comme ça. Hein. Enfin bon, je sais qu'il y en a qui ont été emmerdés, mais c'était au niveau de l'aménagement. Voilà. L'aménagement des camions, j'ai jamais touché à ça. Parce que je sais qu'il y en a qui sont montés en prison. Le mec aménage, c'est comme s'il était proxénète un peu. Hein, tu vois. Donc non, je n'ai pas fait ça. Donc moi, j'ai fait pas mal de trucs quand même. Parce qu'il y en avait un paquet. Il y en a moins là maintenant, je pense. Il y a moins de camions. Mais à une époque, oui, il y avait quand même... ça ramenait du travail et puis ils payent bien. Hein. Ils payent bien. C'est pas de la grosse mécanique puisque les trucs ils roulent pas. Ils font 1 mètre par jour, je suis même pas sûr. Donc c'est plutôt la casse. Tu vois, les serrures forcées, des choses comme ça. C'était ça le... Donc oui, ça m'a refait une clientèle en plus. Hein. Oh. Voilà, c'était la parole de Dom. Merci Marilène pour ce sujet sur un personnage qu'on a tous aimé, rencontré, croisé, et puis qui fait partie de la grande famille des gens qui ne savent pas faire autrement que de rendre service à longueur de temps et de journée et de vie. Merci à Dom aussi. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. Au revoir et merci à tous ceux qui ont participé de manière très conviviale à cette émission. Comme d'habitude, c'est de plus en plus plaisant d'orchestrer cette émission en compagnie d'amis qui s'appelle Radio Rado et qui sera présente bien sûr sur les antennes de Radio Bazar-Naum le mois prochain. On ne ratera pas le rendez-vous pour le Radio Rado numéro 5 dans un mois, ce sera. Merci à Céline qui, en plus de nous présenter Ceci n'est pas un atlas avec énormément de brio, assure la réalisation de cette émission. Merci à Io, chroniqueur et instigateur de rencontres avec nos voisins. Merci à JB et à Super Bertrand Morvillier qu'on aime écouter et réécouter. Merci à Marilène pour nous avoir fait partager ce moment de complicité avec Dom le garagiste. Merci aussi à Dom, ce garagiste qui a rendu tant de services sur la presqu'île. Merci à Sandre qui a initié ce programme et c'est vraiment un grand plaisir que de retrouver toute cette équipe chaque mois. Et puis cette émission était bien sûr dédicacée à un certain... Merci à Black Mo, j'allais l'oublier. Je devais commencer par nos invités. Merci à Sonia Martins-Mathéus, qui est l'artiste que vous avez entendu tout à l'heure et qui nous a décrit son travail actuel sur la presqu'île. Et merci à Black Mo qui est venu chanter notre voisin. Et puis je n'oublierai évidemment pas Raph qui était aujourd'hui à la technique et à la programmation musicale. Je n'oublierai pas aussi de vous dire que cette émission était bien évidemment dédiée à un certain Mongo, un personnage qui a vécu sur la presqu'île et qui l'a quitté de bien triste manière il y a peu de temps. C'est pour toi, Mongo, cette émission. À bientôt, on se retrouve dans un mois. Radio Rado.